Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, Perico Légas. Vous êtes bien sur Sud Radio. Nous allons parler avec Guilhem Carayon, vice-président de l'UDR. L'UDR, je rappelle que c'est le nom du parti d'Éric Ciotti, mais comme il a été pour moi le nom du parti gaulliste dans les années 70-80, j'ai toujours une petite émotion à évoquer ces trois lettres qui étaient Union pour une défense de la République, avocat fondateur de la Ligue des Libertés. Et puis nous avons également Claire, l'excellente Claire Géromini, vice-présidente de l'UDR et fondatrice de l'association Éclat de femmes et cofondatrice du mouvement Les Abandonnés. Vous voyez, donc vous avez plusieurs casquettes et votre présence ici est tout à fait légitime pour aborder ce sujet qui est de savoir est-ce que l'État français, est-ce que la République est-elle coupable? Alors, sous quelle façon et de quelle forme d'abandonner ses victimes? Vous permettez que je demande à Claire Géromini de parler en première, comme c'est parce que nous sommes galants, n'est-ce pas, Guilhem? Voilà. C'est rare. Donc, je vous pose la question brutalement. Est-ce que vous affirmez ou est-ce que vous insinuez que l'État, que la France abandonne ses victimes? En effet. D'abord, quelle victime? Précisons. Déjà, quelle victime? En effet, je pense que c'est beaucoup de victimes, peu importe les histoires qu'il peut y avoir. Il peut y avoir des victimes, je prends mon exemple. C'est justement pour ça aussi qu'on a lancé ce mouvement Les Abandonnés et qu'on a aussi porté plainte contre l'État pour défaillance, tout simplement, inaction sécuritaire. C'est que, en fait, il y a beaucoup de victimes qui sont abandonnées. Nous, on a ressorti quelques noms, mais en fait, il y a plus que ça. En fait, il y a des noms médiatiques qui ressortent. Je pense à Lola, je pense à Philippine, je pense à Gervaise. Enfin, il y a vraiment beaucoup de noms qu'on entend dans les médias, mais en même temps, il y en a tellement d'autres qu'on n'entend pas. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut faire. On veut porter ce mouvement Les Abandonnés, justement pour essayer de faire bouger les choses d'un point de vue... La mort de la petite Liana à Fleurance et le détonateur, c'est pas la goutte, comme disait le maire de Fleurance, c'est la goutte qui a fait exploser le vase, non pas déborder. Et ça a mis le doigt. Jusqu'à présent, on peut se dire, est-ce que l'État abandonne ses victimes? On va vous trouver des explications, que ce soit sur tous les cas que vous avez cités. Oui, il y a eu une défaillance, il y a eu de la malchance. Là, l'affaire Liana prouve que, en chaîne, l'État a été défaillant, Guilhem Carayon. Oui, très clairement. Sur le dossier de Liana, on a affaire à un suspect, une personne, Jérôme Barilla, qui faisait déjà l'objet d'un signalement en 2017. Ensuite, il y a une plainte en 2020 pour viol sur mineur. Une plainte qui est classée en 2022. Après cette plainte, vous avez une nouvelle plainte pour viol sur mineur, sur la petite Rosa. On a appris qu'elle aurait subi une 50aine de viols durant l'année dernière. Elle porte plainte et alors qu'on a tous les éléments du dossier, le dossier est complet, l'audition de la victime, l'expertise psychiatrique, le certificat médical, des lésions caractérisées, tous les éléments du dossier sont là. Et pourtant, aucune audition de Jérôme Barilla, le suspect. Alors toutes les semaines la gendarmerie, on entend la scène et on lui répond à un moment donné, si vous continuez, on fait une main courante pour harcèlement. C'est ce qu'on répond à la mère de Rosa. Et les juridictions se renvoient la balle, jouent au ping-pong, se renvoient la balle pendant des mois et des mois, jusqu'à ce qu'on apprenne fin mai de cette année que Liana a été enlevée, séquestrée, retrouvée morte, que Jérôme Barilla est le suspect et que c'est lui qui l'a tuée. On apprend ensuite qu'il y a le frère de Barilla qui est aussi que le papa. Enfin, mais tout ça montre une chose, c'est qu'il y a des défaillances structurelles de la part de l'État, de l'institution judiciaire. Et nous, avec Claire, on attaque l'État pour inaction sécuritaire plus personnellement sur le dossier de Claire. Le dossier de Claire, c'est une affaire de viol en 2023 commise par une personne qui n'avait rien à faire sur le territoire national. Une personne qui avait fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qui n'ont jamais été exécutées. Une personne qui était sous sursis probatoire. Donc il y a des défaillances conjointes à la fois du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice. L'État a été dysfonctionnel de A à Z, donc on lui demande maintenant de rendre des comptes et on l'attaque pour une action sécuritaire. Alors là, conséquence, le gouvernement a pris ses responsabilités. Gérald Darmanin a dit que des sanctions allaient être prises. Le substitut du procureur du parquet d'Auch est déjà en cause et 2 gendarmes de la gendarmerie de Condom vont être déplacés. C'est pas bon, c'est déjà un geste. Donc l'État, la République reconnaît qu'il y a eu défaillance dans les procédures qui sont des procédures très strictes, très établies, avec des magistrats compétents. Les gendarmes, ce sont pas des rigolos. Comment, avec une telle exigence, avec un tel sérieux sur le principe,
une affaire comme celle de Liana et Jérôme Bardella a pu arriver aussi loin sans que personne ne se rende compte. Ma question est simple, Claire Géromini. Est-ce qu'en France, il y a des gens qui sont morts parce que ceux qui les ont tués n'auraient pas dû se trouver en France, auraient dû se trouver en prison au moment où ils ont commis leur crime? Prenez l'histoire de Philippines, prenez l'histoire de Lola en fait. Ces personnes-là, ces agresseurs n'auraient pas dû être sur ce territoire. Là, on parle vraiment de la question des étrangers. Nous, on veut regrouper quand même beaucoup plus que ça. Et on ne parle pas que de la question des étrangers. Bien sûr qu'il y a un sujet, quand on sait qu'il y a 23% d'étrangers dans notre population carcérale, à un moment donné, oui, en fait, il y a vraiment cette question liée entre immigration et insécurité. On ne se cache pas. Même moi, mon cas, où mon agresseur était un individu sous le coup de 3 OQTF. Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Alors, il y a eu Est-ce le que la procès. justice est allée au bout? Exactement, et justement, c'est pour ça que cette action, on me l'avait déjà proposée maintes et maintes fois pendant l'instruction. L'instruction étant terminée 2 ans après, il y a eu procès. J'ai eu de la chance justement d'avoir procès, mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait pression médiatique aussi. Il pouvait écoper jusqu'à 20 ans de prison. Il a eu 18 ans, plus une interdiction définitive du territoire. Donc aujourd'hui, il purge sa peine en prison. C'est vrai que ce serait beaucoup plus simple qu'il soit expulsé, qu'il fasse aussi sa peine de prison dans son pays. Ça permettrait aussi de libérer un nombre de places de prison qui serait considérable, en sachant qu'il y a un prisonnier sur 4 qui... voilà. Affaire Philippines qui a engendré, de la part de votre collègue Charles Rodwell, l'amendement Philippines, un projet de loi qui est censé passer. Donc là aussi, les parlementaires prennent la responsabilité. Je reviens juste sur une chose. Bien sûr, oui. Bien sûr. Claire Géromini a le courage de dire aujourd'hui la justice s'est bien comportée parce que la justice a condamné mon agresseur à 18 ans de prison. Comme elle a quand même dû se mobiliser pour qu'on en arrive là. En fait, on devrait même pas en arriver là. C'est-à-dire que la personne qui a agressé Claire aurait pas dû être sur le territoire national. Donc, on peut pas se satisfaire de quelque chose où l'État a été responsable. Le drame humain qu'a vécu Claire et qu'elle aura à l'esprit jusqu'à la fin de sa vie, il a été causé par les dysfonctionnements des pouvoirs publics. Donc, la justice peut faire son travail et parfois rendre des décisions qui sont normales. 18 ans de prison, c'est quand même le b.a.-ba pour une personne qui a, d'une certaine manière, détruit la vie de Claire. Mais tout ça n'aurait pas dû arriver. Guilhem Carayon, les magistrats condamnent des maires qui ont refusé de marier des OQTF, considérant que cet individu n'a pas à se trouver sur le territoire national, surtout pour une démarche qui concerne l'état civil. Et ces maires, que ce soit Robert Ménard ou j'avais l'autre jour Madame Marlène Boisboineau, je crois, condamné par la justice. Il y a un problème. Si l'UDR et j'allais dire la sensibilité que vous représentez arrive aux affaires, la question va être très concrète. Il y a la volonté d'agir et il y a les professions de foi. Je parle pas d'incantation de votre part, mais voilà. Est-ce qu'il y a des moyens concrets, rapidement, de mettre en place une forme de juridiction et des procédures administratives qui font que ce genre de scandale, je parle de scandale d'État parce que ça a entraîné la mort d'innocents qui n'auraient pas dû mourir. Zut, je suis correct. Est-ce qu'on peut trouver un moyen conforme aux lois de la République qui permettent d'arrêter, passez-moi l'expression, ce massacre? Il faut effectivement résoudre cette question des OQTF. On a eu en 2023, l'année du crime qu'a subi Claire, 136 000 OQTF qui ont été prononcés et seulement 10 000 environ qui ont été exécutés. C'est-à-dire que c'est un taux d'exécution des OQTF qui est aux alentours de 7%. Je vous rappelle quand même une chose, le président de la République Emmanuel Macron disait en 2017 on va faire exécuter 100% des OQTF. De la même manière qu'il disait on va construire 15 000 places de prison. 3 500 seulement ont été livrées. Sur les OQTF, on n'est même pas à un dixième de ce qu'il avait promis. On est au niveau du PV de stationnement, quoi. C'est-à-dire la loi passe et puis on continue à vivre de sa belle vie. Mais cette colère qui est parfaitement légitime et c'est la raison pour laquelle Claire et moi on a un engagement qui est aussi politique, qui est aussi militant en dehors de notre engagement associatif. On se bat pour que cette colère elle se transforme en action et pour que les choses changent. Demain, il y a le groupe UDR à l'Assemblée nationale qui dépose une proposition de loi dans le cadre de sa niche parlementaire. La niche parlementaire, vous savez, c'est le jour où les groupes ont l'initiative de proposer des lois et les autres groupes politiques doivent se prononcer là-dessus. Nous, on propose de donner la liberté aux maires de ne pas marier des étrangers sous OQTF et évidemment d'empêcher leur condamnation. On a eu encore la décision aujourd'hui de justice qui condamne un maire à une amende de 6 000 € parce qu'il a refusé de marier une personne sous l'OQTF. On vit dans une forme d'absurdistan qui est causée par l'idéologie de certains magistrats, par aussi la loi française telle qu'elle existe aujourd'hui et qu'il faut absolument changer. Vous êtes jeunes tous les deux et plein de ferveur, donc vous représentez pas, on pourrait dire, des vieux barbons réactionnaires
Vous représentez une jeunesse qui a envie que ça bouge. Vous vous sentez entouré, au-delà de votre parti, sur cette disposition qui me semble celle du bon sens, un bon sens républicain, ou vous vous sentez encore un peu isolé dans cette démarche? Moi, je pense que c'est un combat qui est totalement transpartisan. En fait, là, on l'a vu au moment de l'affaire Liana, il y a combien de milliers de personnes qui se sont réunies devant le ministère de la Justice. Les gens en ont marre. En fait, il y a un ras-le-bol permanent. Et au niveau des parlementaires, vous avez eu des témoignages très concrets de parlementaires, ou même de sénateurs, qui sont venus vous dire, bien sûr, il faut aller de l'avant derrière vous. Tout le monde a envie de faire bouger les choses. Après, il y a ceux qui en parlent dès qu'il y a une affaire un peu médiatique, et il y a ceux qui veulent vraiment le faire. Bon. Et concernant justement Gérald Darmanin, notre garde des Sceaux, qui dit qu'il va justement traiter 70 000 plaintes de pédocriminels, en fait, en l'espace d'un mois, c'est physiquement impossible. Quand on sait qu'il n'y a que 9 000 magistrats pour traiter toutes ces plaintes, ça veut dire qu'il devrait faire presque 40 heures par jour de travail. En fait, c'est physiquement pas possible. C'est très beau, tout ça. Le dossier n'est pas clos. Je vous donne rendez-vous à l'un et à l'autre pour le suivi de ce projet sur Sud Radio, parce qu'on est évidemment très soucieux de savoir si cette disposition, qui est celle du bon sens, mais une fois de plus une disposition républicaine, a évidemment... Et encore une fois, c'est un engagement qui est transpartisan. Claire a reçu le soutien de Marlène Schiappa, l'ancienne ministre macroniste. Vous n'êtes pas du même bord politique. Il y aura d'autres soutiens que ceux de Marlène, qui est tout à fait respectable. Mais non, voilà, mais ça montre qu'il y a des personnalités qui viennent de différents partis qui soutiennent cette initiative. Merci Nalin Tello d'avoir été en direct et présent en studio sur Sud Radio. Merci. À tout de suite. Vous restez avec nous, on va changer de sujet, mais pourtant c'est un sujet qui passionne les Français, c'est l'automobiliste, les automobilistes et la voiture. Je reçois Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes, et qui a écrit « Balance ton plein, quel est le prix de la vie d'un Français ? Quel est le prix du plein d'essence et le prix de la vie d'un Français ?» Voilà, les automobilistes sont sensibles et sont aujourd'hui considérés comme des sous-citoyens. Donc on verra avec Pierre Chasseret si la République peut reconnaître aux automobilistes leur statut de citoyens à part entière, ça sera le débat. À tout de suite sur Sud Radio, vous nous appelez au 0826 300 300.